tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le média. Une interview un petit peu inhabituelle aujourd'hui. J'ai l'opportunité de partager cet enregistrement vidéo avec Magali Roussil. Je vais vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'est elle qui va se présenter en fait, très en profondeur j'espère. En tout cas, elle est thérapeute et alors je ne sais pas si elle l'est encore, mais elle était médecin généraliste. Voilà, Magali va nous éclairer. Je sais que Magali, alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci beaucoup. Et oui, non, mais puis c'est important d'accepter un rendez-vous en cette période un petit peu particulière, on va dire. C'est bien d'éclairer un petit peu les gens. Et puis moi, j'avais besoin d'être éclairé. Voilà, donc déjà, c'est bien pour moi. Donc, Magali, es-tu encore médecin généraliste? Et non, je ne le suis plus. Fini. J'ai démissionné le 11 mai et je me suis auto-radiée du Conseil de l'Ordre le 11 juin. Carrément, Carrément. auto-radié. Ah ouais, c'est quand même une décision importante dans la vie, d'un thérapeute. Parce que pour moi, les médecins restent quand même des thérapeutes. Oui. Ben oui, j'étais plus en accord du tout avec ce qu'on me demandait de faire. Donc, j'ai pas pu continuer. Vraiment, c'était plus fort que moi. J'ai même plus réfléchi, quoi. Là, pour le coup, j'ai arrêté. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision, qui est quand même une décision, je pense qu'elle a été réfléchie malgré tout, parce que j'ai lu un petit peu quand même l'article de presse qui t'a été consacré, qui a défrayé la chronique. Mais maintenant, avec le recul, qu'est-ce qui a primé sur ta décision? Je sais Alors, la décision, au moment où je l'ai prise, en fait, c'était vraiment la loi d'urgence sanitaire du 8 ou 9 mai. Et la manière dont elle nous a été amenée, ça a été la goutte d'eau, si vous voulez. Enfin, si tu veux. Bien avant ça, et depuis des années, depuis que j'ai commencé médecine, je me suis toujours posé des questions, j'ai toujours remis en question. Alors moi, j'étais médecin allopathe. J'ai absolument rien contre l'allopathie. Elle a plein d'effets positifs, elle a plein de enfin, je n'ai rien contre l'allopathie. Après, c'est comme j'ai rien contre l'homéopathie, comme j'ai rien contre aucune thérapie. Ça dépend comment on la fait et comment on l'exerce. Voilà. Et selon le besoin aussi. C'est ça, selon le besoin de la personne. Bon. Toutes les thérapies sont nécessaires, à mon avis, et doivent évoluer. Bref. Donc, moi, je me suis toujours posé des questions sur ma façon de travailler, sur ce qu'on m'enseignait, ce qu'on me demandait de faire. Des fois, j'étais d'accord, des fois, j'étais pas d'accord. Des fois, je faisais, même en n'étant pas trop d'accord, mais enfin, je m'arrangeais pour contourner comme je pouvais. Et là, ça devient de plus en plus compliqué, à mon sens. Hein. Oui, Je j'entends ne bien. parle que pour moi. Et je ne juge personne, je le dis à chaque fois. Parce Nous ne que... sommes pas là pour juger, nous sommes là pour débattre et comprendre ce qui t'a poussé, toi personnellement, vers cette décision. Ouais. Et donc, pendant tout le confinement, déjà, je trouvais que la gestion était pas claire. Moi, je ne m'y sentais pas à l'aise en tant que médecin généraliste. Pas à l'aise et des fois pas d'accord. Voilà, même si moi, à Cahors, enfin, j'étais à Prayssac, dans le Lot, on n'était pas envahi de Covid. Hein. On était très, très peu soumis à l'épidémie, finalement. D'accord. Voilà, donc ça a quand même laissé le temps de réfléchir. J'étais pas dans le feu de l'action comme dans le Nord ou à Paris. Et donc il y a eu pas mal de mesures qui m'ont choquée, carrément. Et puis la dernière, ce qui a vraiment précipité ma décision, parce que pendant le confinement, finalement, je m'étais dit, bon, là j'arrive au bout de ma pratique de médecin généraliste conventionné.
Je me rends compte qu'il y a des limites voilà, que j'ai besoin de dépasser, moi. Et donc, je m'étais dit, au milieu du confinement, je vais me déconventionner dans les mois à venir pour être plus libre dans ma façon d'exercer. Et voilà. Sauf que le 9, enfin, dans la semaine avant le déconfinement, on a reçu des appels de la Sécu, on a reçu des mails du Conseil de l'Ordre nous expliquant la nouvelle loi d'urgence sanitaire qui comportait le volet fichage des patients. C'est-à-dire qu'il fallait que quand on avait un patient Covid positif, donc testé positif au Covid, il fallait qu'on l'inscrive dans un fichier informatique de la sécurité sociale, voilà, et qu'on fiche aussi les cas contacts qu'on allait chercher auprès du patient qu'on avait avec nous. Il fallait chercher la liste des cas contacts. Et, voilà. Et pour cela, on avait une rémunération de la consultation et une rémunération des cas contacts. D'accord. Pour chaque cas contact, on avait une rémunération. Alors, moi, je me suis sentie très, très mal à l'aise quand la Sécu m'a appelé pour ça. Mais vraiment très mal à l'aise. Est-ce que tu me permets de rebondir en disant, est-ce que ça a résonné en toi comme une rémunération ou plutôt comme une prime? Je ne saurais pas dire. En moi, c'était pas la rémunération. Enfin, on a l'habitude avec la Sécu. Ils nous rémunèrent. Enfin, il y a tout un tas de façons de rémunérer les médecins maintenant. D'accord. C'est un peu étrange. Et donc, bon, sur le coup, c'est pas. Enfin, c'est après. Mais sur le coup, c'était cette histoire de fichage. À ce moment-là, en plus, à ce moment où l'épidémie baissait. Enfin, on n'était plus dans le pic épidémique. Ou au début de l'épidémie, j'aurais peut-être mieux accepté. Ou accepté. Enfin, je sais pas. Ça s'est pas passé comme ça. Mais là, à ce moment-là, alors que l'épidémie baissait, que les 3 mois avant, on nous avait donné des mesures avec lesquelles j'étais déjà pas trop d'accord. Là, c'était la goutte d'eau, quoi. En fait, quand les gens me demandent mais comment tu as pris cette décision, ça a dû être mûrement réfléchi, tu as dû te prendre la tête. Bah, justement, non, en fait. C'est pas ma tête qui a parlé là. C'était plutôt mon cœur, en fait. L'éthique. Est-ce que c'est lié à l'éthique, à la conscience? À mon éthique à moi, quoi. Voilà. À mon éthique à moi, quand la loi est passée, en plus j'étais de garde, donc la loi est passée du vendredi au samedi matin, dans la nuit, et j'avais dit à un de mes confrères et une autre de mes consoeurs, j'avais dit, moi si la loi passe, j'arrête. Bon, je savais qu'elle allait passer parce que actuellement les lois pondues par le gouvernement sont validées par le Parlement puisque la majorité parlementaire fait que, donc voilà. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Enfin bon, voilà, je suis pas étonnée qu'elle passe. Moi non plus. Et du coup, voilà, donc du coup, je me retrouvais. Ben voilà, la loi est passée. J'avais dit que j'arrêtais, donc j'arrête. Donc j'ai fait ma garde quand même. Et pour en dire quoi? Des fois, je perds le fil de mes pensées. C'est pas grave. Tu vas le retrouver, le chemin. Oui, on parlait de l'éthique. Oui, voilà, c'est ça. Et merci. Et le samedi matin, donc j'ai su que la loi passait et j'ai eu un réflexe. Je suis allée regarder le serment d'Hippocrate. Et j'ai relu le serment d'Hippocrate. Magnifique. Et je l'ai tapé avec mes petits pouces sur mon petit téléphone et je l'ai partagé sur Facebook. Ouais. J'avais besoin de le lire, j'avais besoin de l'écrire, de prendre le temps de l'écrire et de le partager. Voilà. Et une fois que je l'ai lu, ma décision était déjà prise, mais de le lire et de l'écrire et de le partager me confortait dans ma décision, en fait. Exactement. On a besoin de ça des fois. Je comprends. Des petites choses simples, en fait, revenir à la base, en fait. Parce que quand même, quand on passe sa thèse de médecin, on prête serment, quoi. Quand même. On prête serment, c'est pas rien. Et là, aujourd'hui… Excuse-moi, je te coupe, mais quand j'ai prêté serment, parce qu'en plus, moi, la thèse de médecine, c'est pas non plus… c'est un passage obligé, mais c'est pas un exercice très compliqué, hein. C'est une formalité, on va dire. Même s'il faut le faire, il faut le travailler, ça prend du temps et tout ça, mais bon, tout le monde quasiment a sa thèse, hein, donc c'est pas… Mais par contre, quand on est devant ses pairs, devant sa famille, ses amis, et qu'on prête serment, eh ben ça vous… Comment dire? J'étais émue, en fait. Ça t'engage. Ça m'engageait, ouais. Ça t'engage. Ouais. Ah, mais je comprends. Ouais. C'est puissant.
C'est un sentiment Oui. qui est puissant, et puis c'est un petit peu alors, c'est pas une finalité, puisqu'après le métier, le métier va évoluer, tu vas évoluer avec ton métier, mais malgré tout, ouais, tu ouvres une porte vers une découverte, vers quelque chose de nouveau. Le fait de pratiquer ton métier, ça valide en fait tout ce que tu as appris et voilà, ça te met dans l'arène, si je puis dire, du Ouais, praticien. c'est une grande responsabilité. Enfin, moi, j'ai toujours vécu mon métier comme une grande responsabilité. C'est pas rien, quoi. Euh, D'accord. Écouter les Donc, gens, soigner les gens. donc, les raisons, on les connaît. Tes raisons, de toute façon, elles sont honorables. Et moi, c'est pour ça que je suis ravi de partager ce moment avec toi. Maintenant, je voudrais rebondir. Alors, je voudrais rebondir, si je puis dire. C'est même pas rebondir, ça me semble logique dans cette discussion. Ta vision sur la situation, alors actuelle, là, maintenant, cette espèce d'effervescence qu'il y a, je vois que tu souris, autour de la vaccination. Parce que là, ils sont en train de nous pondre toute une brochette de vaccins qui nous sortent du chapeau. Alors moi, ça n'engage que moi ce que je viens de dire. Hein, Mhm. mais ils nous sortent des vaccins, là, d'un coup, là, paf, 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 comme par magie. Ils nous sortent des vaccins alors que si on se renseigne un petit peu, même si on est néophyte, on sait très bien qu'un vaccin, il faut quand même quelques années avant de pouvoir le valider et de s'assurer qu'il ne fasse pas plus de mal que de bien. Enfin, Mm. ça c'est… Voilà, moi je ne connais pas grand-chose. Hein, et là, j'ai la chance d'être devant un ancien médecin généraliste qui va pouvoir m'éclairer un peu sur la question. Alors, quelle est ta vision, toi, par rapport justement à ce qui se passe là actuellement? Puis je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Non, mais après, moi, je suis pas surprise. C'est-à-dire que je suis pas surprise que là, le vaccin arrive maintenant. Effectivement, les délais entre le début de l'épidémie et le vaccin est court. Mhm. Donc déjà, il faut quand même se poser la question. Voilà, enfin, je veux dire, c'est normal de se poser des questions et c'est C'est important de se poser des c'est questions. très important de se poser des questions. Voilà. Euh, et après, voilà, la question, pour moi, qui est fondamentale par rapport à ce vaccin, c'est quel est l'intérêt de ce vaccin, en fait. Puisque là, on entend quand même parler des politiques, il y a qui, j'ai entendu, alors j'ai pas la télé, j'écoute pas la radio, mais bon, via le net, j'ai quelques infos qui viennent du gouvernement et des médias classiques. Bien J'ai sûr. entendu M. Cohn-Bendit, par exemple, qui nous explique qu'il faut absolument rendre la vaccination obligatoire. Il y a un autre médecin, un autre Je ne me politicien, prononcerai pas sur ce personnage, mais moi bon. non plus. Voilà. Euh, je sais plus. Enfin, j'ai entendu 2-3 politiques dire voilà, il faut rendre cette vaccination obligatoire. On n'a pas le choix. Mais pourquoi, en fait, il faut rendre cette vaccination obligatoire? Quelle est la dangerosité de la maladie qui nous mettrait tous en danger pour rendre obligatoire une vaccination euh, aussi large? Voilà. Quelle est la dangerosité? La Oui, dangerosité, c'est quoi? Voilà, bon, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais la proportion de gens malades avec des formes graves est faible. La mortalité est pas très élevée non plus. Les gens qui meurent du Covid ou avec le Covid, hein, parce que ben, voilà. Hein, bon, voilà, on a compris. voilà, est-ce qu'on meurt du Covid ou est-ce qu'on meurt avec le Covid? Parce que quand on a un cancer en phase terminale et qu'en plus on a un test PCR positif, bon, qui c'est qui a entraîné la mort? C'est le Covid ou c'est le cancer? Voilà. Ah. Hein, vaste Euh, question. Ouais. voilà, donc c'est ce genre de questions qu'il faut se poser en fait. Euh, ouais, après tout est sur le net, hein, tout est sur le net et on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre, même pour un médecin, je vais vous dire, hein, les gens souvent me disent, toi tu es médecin, enfin, ou tu l'étais, tu as un avis précis sur la question. Non, non, parce que pendant tout le confinement, le nombre d'informations contradictoires qu'on recevait tous les jours nous perdait nous-mêmes en fait. Mais j'entends bien.
C'est-à-dire que moi, je me suis mis en début de confinement à changer ma pratique radicalement. Je ne travaillais plus, je n'étais plus Magali Roussy, le médecin généraliste de campagne, quoi. Je faisais autre chose, en fait. Je ne pouvais plus exercer mon métier comme je le faisais, puisque déjà, on voyait beaucoup moins de patients, et vraiment, enfin, on en voyait très peu, puisque les gens ne venaient plus nous voir, parce qu'on en expliquait aux gens qu'il ne fallait pas venir nous voir. Parce qu'il fallait pas nous déborder, parce qu'il fallait pas, par peur il fallait pas que les gens se contaminent dans les salles d'attente. Donc les gens ne venaient plus. Et les gens qui venaient étaient stressés de venir voir le médecin. C'est clair. Voilà. Et nous, on était stressés parce qu'on voulait, on voulait pas être vecteur de la maladie non plus, parce qu'on la connaissait pas, cette maladie, elle venait d'arriver, donc on ne savait pas trop, quoi. Voilà, donc travailler pendant ce confinement et en plus, moi, protégée parce que j'avais pas d'épidémie vraiment de Covid dans le secteur où j'étais. Donc, j'étais quand même protégée. Mais j'imagine les médecins généralistes pris dans ce mouvement dingue avec beaucoup de patients Covid avec peut-être une mortalité plus importante que habituellement par rapport à une grippe ou une infection virale, j'imagine que c'était encore plus compliqué. Voilà, mais ça a transformé notre façon de travailler. Alors maintenant, je n'y suis plus, alors je ne sais plus comment ils travaillent, les médecins généralistes, mais ça a quand même transformé profondément notre façon de travailler. Oui, c'est clair. Bien, bien, bien. Alors, on va... Ma troisième question... Tu as entendu parler de ce documentaire? Je l'ai vu. Bon, moi aussi. Voilà, lui aussi, lui, il a débarqué. Est-ce que selon toi, alors la question, chacun a son avis sur ce documentaire et son contenu. Bon, voilà, chacun a son avis. Et puis la vie peut évoluer au fur et à mesure de la vision qu'on peut en avoir au fur et à mesure. Il est bon peut-être même de le revoir. Et de le revoir à plusieurs reprises pour se poser, avoir une position, oui. Enfin, selon moi en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est un sacré électrochoc, ce documentaire, en tout cas sur la population déjà. Est-ce que selon toi, ce documentaire a divisé davantage la population que ce qu'elle ne l'était déjà pendant cette crise? Oui, j'en parlais avec une amie juste avant. Qui a partagé ce documentaire sur sa page Facebook. Je l'ai partagé aussi en expliquant bien. Non, je n'avais pas expliqué, mais après j'ai expliqué que voilà, je partage parce que ça me paraît important de le partager, mais je ne donne pas mon avis, en fait, juste je partage. Bien sûr. Et tout à l'heure, donc je parlais avec une amie qui s'est fait engueuler par son fils parce qu'elle l'avait partagé. Ben, moi, j'ai un membre de ma famille qui est fâché avec moi parce que j'ai des positions bien arrêtées. Bon, bref. Voilà. Et son fils lui reprochait de diffuser ce reportage qui divisait les gens, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais on va reprocher à ce reportage, à ce documentaire de diviser les gens. Or, on est divisé quand même depuis un moment sur cette question Covid. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et la question, c'est qui divise qui, en fait. Voilà. Qui divise. Qui divise. Et pourquoi. Voilà. À quoi ça sert de diviser? Diviser pour mieux régner. Ben, ça sent ça un petit peu quand même. Voilà. Alors, qui divise qui et pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Enfin, je n'ai pas toutes les réponses. Ou elle me regarde. Voilà. Mais après, ce documentaire, il a au moins l'intérêt d'exister, de poser des questions. Alors, même si on n'est pas d'accord avec toutes les réponses, au moins, ça pose des questions. Pourquoi il n'y avait pas de masque en début d'épidémie? Pourquoi il devient obligatoire au moment du déconfinement, alors que l'épidémie est en train de baisser, voire de disparaître pendant l'été? Pourquoi on arrête un médicament Pourquoi les médecins généralistes n'ont pas eu accès à l'hydroxychloroquine, on leur a interdit, et pourquoi ceux qui l'ont utilisé, et même qui ont utilisé l'azithromycine, je ne sais pas si ils en parlent dans le documentaire, se sont fait interpeller par le Conseil de l'Ordre. Or, l'azithromycine, qui fait partie du protocole du docteur Raoult,
Il y a des médecins généralistes qui l'ont utilisé seuls, puisque l'hydroxychloroquine, on n'avait pas accès. Et ils se sont fait convoquer par le Conseil de l'Ordre parce qu'ils avaient utilisé l'azithromycine. Or, l'azithromycine, on l'utilisait pendant la grippe. Quand il y a des surinfections sur une grippe, on utilise l'azithromycine. Et on ne nous a jamais rien dit. Voilà. Donc, c'est des questions, en fait. Oui, pourquoi subitement, mais voilà, c'est subi. Je veux dire, ce sont des décisions, selon moi, arbitraires et subites. Voilà, c'est insensé. Oui. Et pendant toute cette période-là, régulièrement, je me pose la question, je n'ai parlé à personne de ça, je me dis, mais que fait le Conseil national d'éthique? Puisqu'on a un Conseil national d'éthique et on n'en entend plus parler. Comme un certain nombre de choses dont on n'entend plus parler. C'est ça. Et quand même, voilà. Et le Conseil national d'éthique était, il y avait certaines personnalités scientifiques. Voilà, on ne les entend pas parler, ces gens. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis du Conseil national d'éthique sur cette crise. C'est des gens qui réfléchissent, qui n'ont pas forcément les réponses, mais qui réfléchissent d'un point de vue éthique. Ouais. Et après, voilà. Je ne sais plus quelle était la question. Oui, le documentaire. Voilà, oui, le documentaire. Voilà. Moi, quand je l'ai regardé, j'étais pas étonnée en fait de ce qui est dit dans le documentaire. Je suis pas d'accord avec tout, mais je suis pas étonnée de bon nombre de points, et je trouve tout à fait normal qu'on se pose les questions que ce journaliste se pose. Oui. Voilà. Et qui tente d'y répondre avec des experts, puisque il y a quand même, alors on a tapé sur les experts, il y a quand même un certain nombre de professeurs, de gens qui sortent pas de nulle part, ces gens-là, quoi. Donc on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec eux, mais on peut aussi les écouter. J'entends bien. Alors que là, on ressent une espèce de ah là là, est-ce que je vais le dire ce mot-là? Vas-y. Je sais pas, moi je ressens une espèce une chape de béton, une espèce de dictature de la pensée. Oui, par exemple, moi quand j'ai écrit l'article suite à ma démission, j'ai été convoquée par le Conseil de l'Ordre. Eh oui. Donc ils m'ont convoquée. Alors la raison, c'est ma démission. Effectivement, le Conseil de l'Ordre, ça paraît normal que le Conseil de l'Ordre me pose la question de pourquoi je démissionne. Mais quand je suis arrivée au Conseil de l'Ordre, ils avaient tous l'article devant les yeux. Donc c'est quand même l'article posait problème. Parce que dans l'article, je remettais en question cette loi d'urgence sanitaire qui m'avait fait prendre ma décision. Je remettais en question la façon dont on organisait les tests. Je remettais en question la vaccination. Je posais la question, hein. Je disais pas. Je posais un certain nombre de questions. Voilà. Et donc, ils avaient tout cet article-là devant les yeux. Donc, je pense qu'ils posaient problème. Et ils me l'ont dit. Ils m'ont dit ils m'ont demandé si je continuais à penser ce que j'avais dit dans l'article. Bien sûr. Oui. Voilà. Et je me suis auto-radiée à la fin de l'entretien, et un des intervenants m'a dit bon, maintenant, ça serait bien que vous ne parliez pas trop. D'accord. Quand même. Oui, quand même. Mince alors, dans une démocratie. Voilà. Non. Et donc, je lui ai dit que justement, en fait, mon auto-radiation, c'était vraiment une façon de devenir très libre, en fait. C'est-à-dire que je ne dépends plus du Conseil de l'Ordre. Parce que si j'étais restée médecin, alors je ne dis pas que tous les médecins, je ne dis pas qu'il faut sortir du Conseil de l'Ordre, arrêter la médecine pour être libre. Hein. Je pense qu'il y a tout un tas de médecins qui continuent à exercer librement parce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes, qui font leur choix au quotidien. Je juge aucun médecin là-dessus. Hein. Mais d'autant que ta décision, elle était aussi alimentée par d'autres raisons. Oui, aussi. Oui. Voilà. C'était. Oui. Voilà, il y avait plusieurs raisons. C'est une vision personnelle. Je n'ai pas monté un groupe d'activistes pour expliquer qu'il fallait que tous les médecins arrêtent. Hein. Ça a toujours été une position personnelle. Hein. Exactement. Donc,
Moi, je dis ce que je pense, ce que je ressens surtout, comment je vois les choses de mon point de vue à moi, qui ne reste que comme mon point de vue, médecin ou Bien pas sûr. médecin d'ailleurs, comme tout un chacun. Et on a tous le droit d'avoir son point de vue, même s'il est différent de son collègue, de son supérieur, de son subordonné, De de sa sa famille. famille. Mm. Ouais. On a tous le droit d'avoir des avis différents. Et dans la période actuelle, où l'information est quand même très fournie à tous les niveaux, on reçoit beaucoup d'informations, que ce soit par les médias, que ce soit par le net, c'est très difficile de faire le tri. On est bien d'accord là-dessus. Donc c'est très difficile d'avoir un avis éclairé. Ouais. C'est très difficile d'avoir une vision claire de la situation. Donc la seule vision à laquelle je crois, c'est celle qui passe par mon filtre en fait. C'est-à-dire que moi, J'entends bien. qu'est-ce que et en fait ça va si on me demande de faire ça, est-ce que je suis en accord avec moi de le faire ou pas? Est-ce C'est que la seule ça, question que je me pose voilà. moi en fait. Est-ce que ça résonne? Est-ce que voilà, est-ce que je suis en accord? Est-ce que ça résonne? Mais je comprends bien ta position. Et je Euh, pense que ce que je conseillerais aux gens, c'est vraiment de prendre l'habitude, de prendre du recul devant chaque information et de ressentir l'information et de ressentir ce que ça implique dans sa vie. Et quand on demande aux gens d'agir d'une telle façon, excuse-moi, c'est mon fils qui est en train de goûter, donc je J'entends. vais être un peu bruyant. Non, ça gêne pas, ça gêne pas. Aucun problème. Non, non, Et il y a pas de problème, il y a pas de problème. merci. Euh, voilà, c'est du coup, si ce qu'on nous demande de faire, est-ce qu'on est en accord, est-ce qu'on nous demande de faire, en fait? Est-ce qu'on est en accord soit avec soi-même dans ce qu'on nous demande de faire? J'entends. Au moins se poser la question à chaque fois. Alors, on n'a pas toujours la réponse dans l'instant. Mais au moins, si on prend l'habitude de se poser la question, à un moment donné, ça va devenir peut-être un peu plus clair pour chacun. C'est ça. C'est ça. Est-ce que moi, je me pose la question, est-ce que c'est normal que ma fille passe la journée avec un masque sur la figure à l'école? Je pose la question. Et Ah, tu au fond vois, de moi, je trouve pas ça normal. on va nous donner X réponses. Voilà. Alors, tout le monde aura sa raison. Mais moi, je trouve pas, moi, je trouve pas ça normal, en fait. La raison donnée n'est pas forcément la raison. Voilà. Alors, ma dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Magali Roussil? Alors, j'ai commencé une activité de thérapeute indépendant, D'accord. libre et indépendant. Libre et indépendante. D'accord. Ouais. Donc, une thérapie, je propose une thérapie qui est basée sur l'écoute et la parole, en fait. D'accord. Euh, et ça ressemble à c'est du développement personnel. En fait, j'aide les gens à aller justement s'écouter à l'intérieur, écouter ses ressentis, plutôt de se fier toujours à ce qui se passe à l'extérieur, c'est de revenir à soi et d'écouter ce que ça fait à l'intérieur, dans toute situation, les situations de la vie quotidienne, les situations au travail, dans la famille. Et donc, c'est du développement personnel. Moi, j'ai suivi cette thérapie avec des thérapeutes différents. J'ai fait ce chemin-là, si vous voulez. Et du coup, je propose d'accompagner les gens qui veulent entamer ce chemin. D'accord. C'est super. Mhm. Quel chemin? Et oui. Quel chemin? Ouais. Quand on commence, on ne sait pas où on va, mais il y a des moments où oui, ça devient. Ce chemin que j'ai fait, ça demande justement une honnêteté envers soi-même à chaque instant. Puis Donc, un certain courage. et un certain courage, oui. Mais on est plus courageux qu'on ne le pense. Les Oui, gens je sont plus pense courageux aussi. qu'ils ne le pensent. Quand on a conscience, voilà. Quand on a conscience que ce qu'on nous demande de faire ne résonne pas en nous et ne correspond pas à euh, notre, notre éthique, Notre éthique personnelle, oui. voilà, notre éthique personnelle. J'entends bien.
Ouais, voilà, c'est sur ces paroles-là qu'on va se quitter en fait. Partout. Magali, merci infiniment. Merci de m'avoir permis de te tutoyer aussi, parce que Merci à toi. et Ça va. ça va, pas de problème avec ça. Est-ce que tu m'autorises à mettre le lien de ta page pro Facebook associée à cette interview? Oui, Est-ce ça s'appelle La que Voix intérieure. Oui. oui, j'ai vu ça, mais je demande quand même toujours. C'est la moindre des corrections. Et pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos amis les humains avec un H majuscule? C'est comme ça que je les appelle, ceux qui ouvrent un peu leur conscience. Eh ben, c'est justement d'augmenter notre humanité, en fait, de ne pas se laisser déshumaniser. Et c'est quoi qui fait l'humanité? C'est quoi qui fait qu'on est humain? C'est le lien qu'on a entre humains. C'est le lien social, c'est l'amour entre humains, l'amour dans une famille, l'amour de ses enfants, l'amour de ses parents, l'amour de son compagnon. Voilà, c'est augmenter ce qui fait qu'on est humain. Ouais, je ne sais pas si c'est clair, mais C'est très clair pour moi en tout cas. Voilà, voilà. Donc, je passe mon temps à essayer d'augmenter mon humanité. on est tous des humains, ou presque. Merci beaucoup Magali. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Tam 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 tam, je